Parfait. Bonsoir à tous et bienvenue à notre conférence sur le thème de vivre et travailler en Autriche. On comptait, à vrai dire, sur le mauvais temps du mois de mai cette année pour garantir une assistance très nombreuse. Pas de chance, nous avons à Vienne une des premières journées de soleil depuis très longtemps. Dès lors, merci pour votre fidélité et le fait d'être venu maintenant partager ce moment avec nous. La conférence sera bilingue anglais-français, avec une première moitié en anglais et la seconde moitié qui se fera en français, avec par ailleurs ensuite une session de Q&A. On pourra échanger plus en détail sur les éléments évoqués ensemble lors de la conférence. Quelques mots brefs de présentation sur notre section, la section Autriche. On a renouvelé notre équipe en début d'année avec le même objectif, celui de faire le pont entre des générations d'alumni, et on est particulièrement heureux de vous accueillir ce soir. Nos activités, elles se font dans un esprit européen, en bénéficiant de la variété des parcours de nos membres, et qui vont également au-delà des frontières de l'Europe. Donc, on a des membres qui viennent d'Autriche, des pays germanophones, d'Europe centrale, de France et d'ailleurs, avec un large horizon de profils. Et justement, cette conférence de ce soir, elle permettra de mettre des visages sur cette variété de parcours et de profils qui fait notre force. Nous sommes reconnus comme association donc, indépendante ici en Autriche, avec de nombreux partenaires sur place, et l'on s'inscrit par ailleurs pleinement dans le réseau mondial de Sciences Po Alumni, en organisant ce soir notre conférence conjointement avec l'équipe de Paris, que nous remercions pour cette initiative conjointe et que nous remercions chaleureusement après les mots d'introduction de Camilla. Quelques considérations rapides sur l'idée derrière le webinaire. D'abord, on voulait faire parler des alumni de quelque chose qu'ils connaissent bien, peut-être qu'ils se connaissent le mieux, évidemment, c'est leur parcours, et pour mettre en perspective quelles sont les possibilités de faire une étape de sa carrière en Autriche, à Vienne en particulier. On a de ce point de vue une certaine concentration des profils des alumni dans la ville de Vienne, donc c'est pas forcément représentatif de la vie en Autriche en tant que telle, mais c'est un centre international et une ville attractive à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, et c'est une dimension qu'on veut mettre en avant. Donc ville attractive à travers différents secteurs, on verra les relations internationales, l'énergie, le secteur financier, aussi d'autres secteurs comme la santé. Et avec cette idée que Vienne est une belle étape pour faire un moment de sa carrière. C'est une ville aussi avec une qualité de vie reconnue. Donc, classement après classement, on a de très bonnes performances sur justement la qualité de vie, les indicateurs de la qualité de vie à Vienne. On pourra en reparler pour voir quels sont les ressorts justement de cette qualité de vie. Et une autre dimension qu'on veut mettre en avant, c'est également le côté carrefour entre l'Est et l'Ouest, puisqu'on a une vraie connexion entre l'économie autrichienne, les entreprises à Vienne et toute l'Europe centrale et orientale. C'est des points également qu'on peut être amené à couvrir de près dans nos parcours respectifs. J'ai maintenant, avant de passer la parole à Aymeric pour quelques mots également d'introduction, simplement mentionner le plaisir qu'on a à recevoir 4 panélistes ce soir, avec Philippe qui travaille dans le secteur de l'énergie, qui a travaillé à Londres, qui pourra apporter cette perspective, Marianne qui a une expérience passionnante dans le domaine des Nations Unies et justement des relations internationales à Vienne, puisque c'est ici un des sièges mondiaux des Nations Unies et un centre tout à fait important sur un certain nombre de questions stratégiques. On a également John qui est à nos côtés et qui aussi travaille à Londres et pourra parler de son travail dans le secteur financier, assez passionnant dans le domaine des relations investisseurs. Et enfin, nous avons la chance d'avoir à nos côtés Birgit qui a une expérience également tout à fait intéressante dans le domaine de la santé avec un angle non-profit et qui connaît parfaitement la vie à Vienne et la vie en Autriche. Elle pourra nous en parler plus en détail.
Après ces quelques mots, donc Aymeric, la parole est à toi. Et encore une fois, herzlich willkommen, bienvenue à tous. Et le séminaire peut bientôt commencer. Merci Philippe. Bonsoir à toutes et à tous aussi de ma part. Simplement, avant de reprendre la parole un peu plus tard dans la soirée, je voulais vous inviter à se mettre d'accord sur quelques règles simples. Je pense qu'on y est tous maintenant relativement habitués. Une règle simple de bonne collaboration pour l'heure et demie qui nous attend. On va vous prier dans un premier temps de garder vos micros en mode muet. Simplement donc profiter de l'intervention de nos invités, puis plutôt vous suggérer de saisir vos questions, vos remarques dans le chat, que vous devez avoir déjà identifié sur la droite de notre espace Zoom. Les langues de travail, on les a mentionnées, donc on s'est dit qu'on allait tout simplement être ouvert en termes de langue de travail. Deux intervenants d'abord en langue anglaise, deux intervenants ensuite en langue française. Pour ce qui s'agit de vos interventions, de vos questions, ne vous privez pas de les exprimer dans la langue qui vous semble la plus spontanée. Dans la deuxième partie, en ce qui concerne les Q&A, on pourrait, je pense, compte tenu du nombre tout à fait raisonnable de personnes ici présentes, se laisser la liberté aussi d'activer nos caméras, de pouvoir un peu avoir un échange tout à fait libre et décontracté. Comme j'ai dit encore, on peut aussi prendre telle ou telle question en langue allemande. On a, je pense, une multitude de langues ce soir qui sont maîtrisées par nos intervenants. Je crois avoir entendu juste avant aussi le portugais, le serbe. On verra si on a besoin de tout ça, mais dans un premier temps, je donne la parole de nouveau à Philippe et Philippe pour initier la soirée. Thank you indeed, Aymeric, for this word. And now we are happy to begin with our first panelist, Philippe, who is working in the energy sector and used to be for many years energy specialist in London with very, let's say, international background in that sense. And now he shifted back as part of his career to Vienna, and he can here introduce a bit more his career, the main steps, and what makes Vienna attractive also from a family perspective. So Philippe, here the floor is yours. Thank you very much, Philippe. Hello and good afternoon, everyone. Yes, thank you for the invitation. It's a great honor to be back in my Parisian times. I studied at Sciences Po 1999-2000 as part of an Erasmus exchange program with the University of Vienna. I'm originally from Vienna and Austrian and have a finance background, so started working in finance, but very soon I entered the energy space. I worked as a financial analyst for Raiffeisen for the Eastern European and Austrian oil and gas sector from 2006 to 2011. And in 2011, I moved to London to work for Bloomberg, who at the time were setting up a research platform for the European, or EMEA, actually Middle East and Africa as well. Energy research. It was a very exciting time. And I lived in London for over 6 years, and then moved back to Vienna in 2017. And since then, I'm working with the Austrian oil company OMV. Started out in strategy, and for almost 2 years now, I'm working in the investor relations department of OMV. Yeah, basically, so the question is, why did I move back to Vienna? What are the advantages of Vienna? I think for me, there's 2 points. I mean, first of all, obviously, I'm from here, but this wouldn't have been the only reason why I now have moved back. So for me, there's 2 reasons. One is definitely Austria and Vienna has a very strong relationship to Eastern Europe, to Central Europe.
and also for the oil and gas industry relevant, also to the Middle East. So Abu Dhabi, for example, United Arab Emirates is a strong partner for OMV, but also, of course, Russia and Eastern Europe. So if you're interested in Eastern Europe, be it on a professional scale or on a personal scale, I think Vienna is a good point to start. So you're in an OECD, European Union, Euro environment, if you like, but Hungary, Slovakia, the Czech Republic, Slovenia, Croatia, they're all just a couple of hours drives, not even, so Slovakia, Bratislava is 60 minutes or even less from Vienna by car. So this is really a great opportunity, and obviously starting from the Austro-Hungarian Empire, there are also very strong historic relationships. So if you, I think as an Austrian, I can say that if you're in Hungary doing business, or in Croatia or in Slovenia, for example, I think if you say you have relations to Austria, or you are even Austrian, then I think this is a great asset to have in any case. But also obviously, if you're interested privately to come here, that's the one reason. And I also should mention energy, the energy industry and the energy business. So Austria is kind of a crossroads also for the energy. So 30% of the Russian gas that is being delivered into Europe, into Western Europe, I should say, crosses Austria. So there's a huge gas trading point at the Austrian-Slovakian border called Baumgarten. And so a large part of the gas, for example, of the Russian gas for Italy, and also other countries, even France, goes through Baumgarten. And then there's a connection, a pipeline connection from Trieste to the Schwechat refinery. There's a huge refinery here, and so on. So there's a huge network of energy companies in Vienna. So there's not only OMV, but there's also most of the Russian oil companies have trading offices in Vienna, such as Lukoil or Gazprom-Neft and so on. And also Hungarian oil companies active here, and a couple of others. So there's really, I would say, Vienna is kind of at crossroads in terms of energy trade and energy commerce. So that's the one big reason why I moved back. The other reason, obviously, is that is for family reasons. So while I was in London, we had 2 kids, and during this time, it was an exciting time. It was a very happy time. But at some point, we decided that London is not the right place for various reasons to raise a family. It's super expensive, and it's also in terms of infrastructure and institutions that you need, healthcare and childminders and schools and so on. I think just Vienna is the better choice. It's smaller, obviously, but I think Vienna is also, Vienna has been built to be a capital of a much larger country, and there's a lot of space. So when the Austrian-Hungarian Empire broke down, a lot of Czechs and Hungarians and Slovaks and Croats and Polish, they went back to their countries, and the buildings are all left and the infrastructure is all left. So it's actually a city that's been built from 100 years ago. Vienna had a much larger population than it has now. So it's kind of a city built for a double population than it has now, and this is very convenient. I think the margins of capacity are still very good, as opposed to London, where everything is at the brink of breaking down. I'm exaggerating, but yeah, it can be like that sometimes. So yeah, family reasons. I think Vienna is a very green city. It's not far to the next forest, to nature. The Alps are not far. The sea is not far. There's lakes nearby, so the Austrian countryside is beautiful. I think it's just a very good, so this very often used term work-life balance, I think works very well in Vienna, that you can have interesting jobs,
There will also be a talk later on the international institutions that are in Vienna and so on. So there's a lot of things going on, a lot of conferences, a lot of meetings, a lot of international people here. That's the professional side. And on the other hand, I think it's a good opportunity also if you want to raise a family. We had our third child or daughter when I moved back. So it's much easier to cope with children and a family to live in Vienna. So these are basically my two big reasons why I moved back. Any regrets regarding life in London? That's something you didn't find in Vienna? I don't know. It's the one is good for the one thing, the other is good for the other thing, you know. So London is great to have. It was a very exciting time. I had a great job there, and London, of course, is a great hub for so the energy analysis that I did there is obviously global almost, right? So I had meetings in Nigeria and in South Africa, and I went to Hong Kong and in Australia, and met people and to Houston and so on. So London is really an oil city, of course, and it's really incredibly well connected, and it's a super dynamic city. I mean, Bloomberg is also a great company to work for. Obviously, I was in a lucky position to build up a new platform, a research platform for the energy industry in Bloomberg, and I covered basically all the companies from basically Kazakhstan to Nigeria, like that. So, but I didn't have a lot of free time, right? It's you basically, you don't go to London because the food is so great or the weather is so nice, but because the job is good, right? And Vienna, also in terms of climate, it's much nicer to sit in the summer side, a day like this, to sit outside and have a nice glass of crisp white wine. So I would say the life is a bit more easygoing, but I think the jobs that you can have here are still very interesting. So it's not the 100% career catapult, I would say, as London is, and I don't regret. I think the 6 years in London were just great for me, and I think I'm really lucky that I still made I moved to London when I was 33, so it was basically the last chance that I had before having children, before raising kids, to move to London and to have basically this full throttle job life and career life. But then, yeah, as I approached the age of 40, I realized, okay, there's also more to life than just work. I learned a lot, it's clear, and I profit a lot from this experience in my current position. But it was just clear for me that, yeah, there's more to life, and I need more time with my family. There's more to life. Thanks, Philippe, for this very interesting message and sharing your experience. Very, very interesting indeed. Now it's time for us to make a transition to another big dimension of Vienna. It is international relations as a, let's say, professional sphere. So we have here one of the global headquarters of the United Nations. So you just have a few of them, and it has especially a strong specialty in the nuclear disarmament sectors and related topics. So it's also an aspect which make Vienna very attractive from an international perspective. And here we have, let's say, the perfect guest to explain what it is actually to be inside the United Nations system in Vienna, to bring this perspective with Marianne. Welcome with us, Marianne. And here we are happy to now listen to your testimony on actually how it is to be in the UN in Vienna. Thank you so much for the kind introduction. And I do have to go back to the last speaker and say how wonderful it is when we do get summer weather. As you can see, if you would like an ethereal glow behind you, or for most of us speakers that have the light coming in, it's a beautiful day in Austria. And these are the types of days where it's just perfect to go outside and really reconnect with nature and establish that work-life balance, as we've talked about. It's actually also very interesting to hear about the energy background.
So I also graduated from Sciences Po Paris in 2015 from the International Energy Masters, which I believe is only about a decade old in BCS. So I would also like to start off by with a quick disclaimer. I am speaking today on a personal capacity, so this isn't an official capacity, which means I can be much more open and participating. And I'm glad to share my perspectives to the greatest extent possible. So I am based in the Vienna International Center here in Austria, just to the north of the Danube. And I've been here since 2017. It's really been an incredible journey, I would say, over the last 10 years. So there's the United Nations system, the Vienna International Center, which hosts a number of different UN organizations, the largest being the International Atomic Energy Agency, followed by the UN Organization for Industry, UNIDO, and Development. In addition to that, the UN Environment Program, Outer Space Affairs, Disarmament Affairs, I think might only be one or two persons. So there's really a diversity for the international organizations that are based here. Now, I'm not so used to speaking about myself, but I'm very happy to walk us through from when I got started. I can't name my organization, but I do work in nuclear affairs. So if that's straightforward enough, I'm very happy to confirm it that way. I started when I had actually been living in Jordan, in Amman, in 2011, working on non-proliferation and nuclear energy issues. And this was just before Fukushima had happened. I was there working on the Arab Barometer and surveys in the region on the public perception and opinion on nuclear power. So a very, very interesting time to be over in that region. I worked in Washington, D.C. for a short amount of time and had been looking at Sciences Po for some time. It's incredibly well regarded in the Middle East, North Africa, of course, and was lucky enough to be accepted into this energy program. And as a part of the 2-year master's, I had the opportunity to spend the summer at the Lawrence Livermore National Laboratory. So this was with the United States Department of Energy, working on nuclear safeguards issues. So a bit more on the security side. For the third semester, I believe if those of you who are currently students, you're either gearing up to do your third semester abroad or doing an internship. Mine was with the Royal Scientific Society in Jordan. And actually in 2014, between those 2 years, is the first time I had the opportunity to visit Vienna. And I came here only for a few days, personally speaking, to take a trip with friends who were Viennese Serbian, and we drove through to Serbia. And I mean, I had fallen completely in love with the city and told myself, within 4 years, I'll be back here. And it's kind of incredible that I was able to very luckily make that happen. But I'm glad to speak more about that later. Following Sciences Po, I did return to the US Department of Energy, where I was fully engaged on nuclear non-proliferation affairs, nuclear safeguards. I was first a research associate with another national laboratory based in Seattle, Washington, where I'm originally from, and followed this with a stint in Washington, DC to 2016 and 17. In 2017, of course, we had a very interesting election in the United States, which prompted a few openings abroad. And I was very lucky to compete for one of those positions and be awarded my first position here at the Vienna International Center. So I started working on nuclear affairs from the civil energy side, putting into practice more than that energy policy I guess, background that I had developed academically. And it sort of married the security aspect of the professional side. So that's a bit about how the professional journey has shown itself to date. Now today, I run international institutes for nuclear energy development. We've run a recent global forum on innovation in the nuclear energy sector. We also host a number of international conferences. So for example, this one is a mouthful, the International Conference on Climate Change and the Role of Nuclear Power is something that we were involved with. And I also oversee 2 databases. That's the
primary aspects of my work, but there really is a diversity of being able to engage with member states, with delegates from all around the world. There is a quite large Sciences Po contingency within the VIC, so I will say that there are a number of colleagues that are already based here. But I also wanted to go in and talk a bit about the different opportunities and the different aspects of living as an expat in Vienna or working at the Vienna International Center. So first of all, there are two national programs that facilitate what we would call extra budgetary positions within the UN system. And this is often referred to as a junior professional officer position, so a JPO, or a cost-free expert, which is typically industry sponsoring somebody to come to the VIC and to be assigned to a particular organization. Now, only about a dozen countries participate in these programs. And I will say that France is one of the most robust that participates. And if those of you are interested in that process, it typically, at least for the JPO side, and I'm speaking anecdotally here, is that annually there is an annual national strategy where specific needs are identified. The Ministry of Foreign Affairs is typically who administers this program, where they're seeking to find about 15 persons every year. And this is in coordination with a number of international organizations, UN programs, and is a centralized JPO program. So this is again for candidates who are just, or who have some work experience, typically within 2 years of experience, so post-graduation. Following this is often launched in the May-June timeframe, where 3 candidates are identified from the Ministry of Foreign Affairs, provided to the international organization, and then 3 candidates are interviewed. The organization selects a candidate. Once selected, there's a day at the ministry, and it typically takes about 6 months to onboard, with the earliest joining in September. So that's just a very, very quick snapshot of the French program. I have more information on the US programs and potentially a few others if there's interest, but to keep within time, I'll keep moving forward. Of course, there are a number of opportunities that bring folks here, and that's typically either through internships, which can be paid, or there's consultancies. There's also a difference between extra budgetary staff and regular budget staff. If folks have an interest for what these different categorizations might mean, I'm also happy to answer questions on that to the extent that I can, and again, anecdotally. However, in the nuclear sector, there is a lot of dynamic parts here. There isn't only just the headquarters here, just on the outskirts of Vienna. There's also a national laboratory in Seibersdorf, which is only about an hour away from Vienna, where we have a number of other environmental sampling labs. There is nuclear applications that are being developed there. For example, there's even an entire section dedicated to mosquito breeding. So there's really a diversity to the type of work that we do and the type of applications that we have. There's also a number of different clubs and international organizations that support expat life here. So I believe that there may have been some information that went out on the United Nations Nuclear Young Generation. I had served as a part of this club for some time. But Philippe, I'm going to check in with you. Are we out of time? I think we have time here for you to let's say conclude these ideas, and maybe you could mention how you found the integration in Austria and in Vienna. If you have the feeling you have a United Nations bubble, or that if you manage to, let's say, get closer to the real life and let's say the local atmosphere, and then yes, we will shift to John and to Aymeric moderating. No, and that's actually a very important question. I would say that there's sometimes a divide that is
brought up or that can be perceived with those that work in the center and those that work outside. However, with that said, there are tons of expats that live in Vienna. There are lots of ways to get integrated into the city, whether that's sports clubs, language, cooking classes, dance classes. I mean, Vienna has everything. It's been really incredible to come here, participate in the arts, in, again, the many sports, the clubs that facilitate outdoor activities. I mean, if you want to do anything outdoors, this is the country to come to and to do that. It's beautiful. As somebody who comes from the water, the oceans and mountains, I mean, I can find it all here. And I would say that absolutely, there is the opportunity to get integrated. There is the options to meet with all sorts of folks from all over, and that's a wonderful and unique character of Vienna. Great to hear. I also share many of your observations here, and yeah, thanks for having explained in more detail your vision, and we can follow up during the Q&A on different aspects and angles you have covered. Time for us to shift to the second part of the evening and the conference. So going back to French, and Aymeric, the floor is yours. Back to French. Donc on bascule en français. Merci. Je vais reprendre un des mots qui vient d'être pris par Marianne concernant ce divide. On a dans un premier temps voulu parler peut-être de parcours et de missions qui ont une forte résonance internationale. Et dans cet aspect mélangé, je pense qu'on va pouvoir, avec John, parler de la façon dont cela se concilie aussi très bien à Vienne. John Carlson, notre prochain intervenant, travaille, et je pense que ne serait-ce que le nom de l'entreprise pour laquelle tu travailles symbolise aussi cette bonne combinaison. Raiffeisen Bank International. Raiffeisen Bank, je pense Raiffeisen, ça fait partie des noms qui sont parmi les plus connus pour décrire le marché et les entreprises fortes qui structurent la place en Autriche internationale. Néanmoins, parce que Raiffeisen Bank fait partie de ces acteurs qui, depuis Vienne, mène un certain nombre d'activités dans le domaine des services financiers tournés vers l'Europe centrale, comme on l'a déjà évoqué. Et donc toi, John, tu as aussi, je pense, à bien des égards, cet aspect dans ta carrière. Tu as travaillé ailleurs, tu es passé par Zurich, par Londres, et puis aujourd'hui, tu as trouvé ton équilibre, je pense. L'image que tu renvoies de ce ciel bleu fait en tout cas, laisse à penser que tu es bien installé à Vienne, peut-être même sur le toit de Raiffeisen Bank International. Franchement, pour ceux qui connaissent Vienne, c'est aussi un lieu célèbre, le siège de Raiffeisen Bank International avec vue sur le Stadtpark. Mais donc, voilà, John va pouvoir nous parler lui aussi à son tour de ses expériences, un peu peut-être aussi plus précisément sur la culture d'entreprise, la réalité de travailler dans une entreprise autrichienne à dimension internationale où se côtoient certains aspects très typiquement autrichiens avec la nécessité de travailler à l'international. Et peut-être parce que malgré tout, c'est la tendance actuelle ou la réalité. Comment c'est passé aussi, ce serait intéressant d'en parler ces derniers mois pour toi, traverser la crise sanitaire, l'impact sur ton travail et sur ton équilibre de vie à Vienne. Super. Merci d'abord. Ravi d'être parmi vous. Et je vais rebondir déjà sur quelques éléments dans ton introduction. Donc, Raiffeisen, effectivement, c'est, il me semble, la première marque, en tout cas la marque la plus reconnue en Autriche. C'est à la fois tout un secteur coopératif, tout un secteur bancaire. En France, on pourrait comparer ça au Crédit Agricole. Donc, c'est un côté très autrichien. C'est une entreprise qui a toujours été liée au secteur agricole, au secteur rural, on peut dire. Également, toujours très liée à l'un des partis politiques. Donc, voilà, c'est d'un côté très traditionnel autrichien,
Pour ma part, donc j'évolue dans, comme tu l'as dit, la partie internationale, qui est une banque à part entière, donc indépendante d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue du capital, donc indépendante de ce secteur coopératif. Cette activité internationale a été mise en place à la fin des années 80, justement pour permettre au secteur Raiffeisen de s'accroître, de se développer en Europe centrale et en Europe de l'Est. Voilà. Donc, la première filiale a été ouverte à Bratislava en 1987. Donc, ça, c'était vraiment avant la fin du bloc de l'Est. Quelques mois après, à Budapest, ainsi de suite. Très rapidement en Biélorussie, en Russie, en Ukraine. Donc voilà, on est vraiment, c'est dans notre ADN d'être le pont entre ce secteur très traditionnel autrichien, mais aussi toute cette Europe émergente. Europe émergente encore aujourd'hui, puisqu'on est dans des pays comme la Serbie, comme la Bulgarie. Donc, la Bulgarie, même si elle est membre de l'Union européenne, reste encore assez éloignée des standards européens comme on atteint la Slovaquie ou la République tchèque. Europe émergente aussi avec, je l'ai dit, l'Ukraine, la Russie, la Biélorussie. Donc, une société, enfin voilà, très à la base très internationale. En revanche, moins d'anglais, de français, d'américains, comme j'ai eu l'expérience de côtoyer à Londres. En revanche, énormément de Hongrois, de Tchèques, de Slovaques, de Russes, d'Ukrainiens. Donc finalement, tous les pays où nous sommes présents, on retrouve des candidats et on retrouve des collègues qui rejoignent la maison mère, donc ici à Vienne. Donc ouais, c'est vraiment un intersection et on le voit, dans les collègues, on voit des Autrichiens vraiment et ce côté work-life balance revient souvent, ce côté ancienne Autriche. Mais à la fois cette expérience vraiment de l'Europe émergente, ce qui était complètement nouveau pour moi. Cela a été dit par les premiers intervenants. On est à quelques heures de route seulement de plusieurs capitales en Europe centrale et on le ressent vraiment ici à Vienne. Donc, peut-être un petit mot sur mon parcours. J'ai grandi à Paris, j'ai fait donc Sciences Po, promotion de 2011, et j'ai commencé ma carrière donc à Londres en salle des marchés dans une banque japonaise de nom seulement, puisque tous les collègues étaient anglais, français, nord-américains, etc. Donc, une première expérience en structuration, ensuite en crédit, donc voilà, deux activités typiques de la salle des marchés, et toujours focalisé sur les banques. Donc, en structuration, c'était vraiment structuration de solutions pour les banques, donc analyse des bilans, solutions pour optimiser à la fois le funding, donc le financement, mais aussi la consommation en capital. Et ensuite, une expérience en crédit, donc spécialisée sur les titres bancaires. Et c'est un petit peu ce qui m'a permis d'être retenu pour ce rôle aujourd'hui en Investor Relations à Raiffeisen. Finalement, c'était mon expérience spécifique dans à la fois les solutions, mais aussi le crédit pour les banques. Donc, 5 ans à Londres. J'ai été approché dans la semaine avant le vote pour le Brexit, donc c'était en 2016. J'ai envoyé mon CV la semaine après le résultat du vote, sans rapport. C'est pas le résultat du vote du référendum pour le Brexit qui m'a poussé à postuler. C'était plutôt l'occasion de découvrir une nouvelle ville, de découvrir un nouveau poste. Et donc, c'était un peu pour relancer ma carrière, pour relancer aussi d'un niveau personnel. Donc, pas de motivation familiale, pas de motivation personnelle, autre que la volonté de vivre, de découvrir une nouvelle ville.
ça fait donc 5 ans maintenant que je suis ici et je suis vraiment ravi. Donc, je ne peux que confirmer ce qu'ont dit les premiers intervenants. Donc, cette work-life balance, cette proximité à la nature, ce climat, même si jusqu'à présent, cette année, on n'a pas été gâtés, mais généralement, voilà, on a des très beaux printemps, des très beaux étés, l'automne aussi. L'hiver est rude, mais en revanche, vous êtes à 1 heure des pistes à Vienne. Donc, ça compense quelque part. Et puis, donc cette work-life balance, mais aussi, en tout cas pour ce qui est de Raiffeisen, beaucoup de collègues très motivés. Voilà, je l'ai dit, c'est beaucoup de collègues qui viennent d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, et donc qui arrivent à Vienne surmotivés, des collègues très performants. Et donc, j'ai pas vraiment eu l'impression de ralentir en termes de carrière en venant ici. Au contraire, c'était plutôt un accélérateur. Ça m'a permis de capitaliser sur cette première expérience à Londres et vraiment d'arriver ici avec une certaine compétence, avec une certaine expertise. Et ça a été vraiment un accélérateur pour cette deuxième étape de ma carrière. Par rapport au Covid, puisque c'était dans la question, comme tout le monde, très rapidement, enfin, ça s'est fait d'une semaine à l'autre où tout le monde s'est retrouvé à travailler depuis les maisons. Donc pour notre part, ça a très très bien fonctionné. Heureusement, la banque avait investi à peu près 1 an auparavant. Donc voilà, toutes les méthodes de travail à distance. Et ça s'est fait, finalement, pour nous, ça s'est fait sans peine, sans effort. En revanche, le job en soi a complètement changé. Là où on parlait beaucoup de résultats financiers, du bilan, de la croissance, des objectifs, très rapidement, il fallait devenir un expert sur le Covid dans la région. Donc, c'est un petit peu aussi le rôle de l'Investor Relations, c'est de pouvoir parler sur son entreprise, mais aussi le contexte dans lequel évolue l'entreprise. Et là, très rapidement, donc voilà, il fallait pouvoir parler à la fois de la situation sanitaire dans la région, mais aussi de la réponse des autorités, à la fois des gouvernements, mais aussi des banques centrales, donc les réponses fiscales, mais aussi les réponses monétaires. Et au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie, mais aussi de la réouverture de l'économie, le job a évidemment beaucoup demandé à ce qu'on puisse mettre en avant un petit peu comment chaque pays dans la région a répondu à cette urgence sanitaire. Aujourd'hui, heureusement, il semble que toutes les économies repartent et donc voilà. Ce rôle d'Investor Relations redevient un plus financier, plus de communication financière. Mais en tout cas, cette expérience de communiquer dans l'urgence sur des sujets nouveaux qui sont tout aussi inconnus pour nous comme pour les investisseurs, finalement, ça a été extrêmement enrichissant. Ok, très bien. Merci, donc parfait. Je pense qu'on pourra de toute façon sur certains aspects, et je vous invite de nouveau à toutes les personnes ici présentes à peut-être à penser à indiquer les questions qui vous passent par la tête. On les prendra donc à la suite de notre dernière intervention. Placez-les dans le chat et puis on pourra donc poursuivre la discussion. Merci beaucoup, John. À moins que tu veuilles encore ajouter un point, peut-être. Si je t'ai interrompu. C'est tout pour l'instant, mais je me réjouis de vos questions après notre dernière intervention. Très bien. Alors, je pense en termes de transition et avant de te passer la parole, Birgit, on a, au travers de ces 3 premiers témoignages, vu de manière assez soulignée la possibilité à Vienne de faire de progresser dans des carrières à forte teneur, disons, internationale, à valoriser un parcours antérieur à l'international ou bien simplement poursuivre
et s'ouvrir de nouvelles portes vers des régions voisines qui nécessitent en tout cas la capacité à se projeter sur des problématiques multinationales. Nous avons parlé de grandes entreprises incontournables un petit peu quand on parle de Vienne, à travers OMV, Raiffeisenbank International, tout, je dirais, le giron des Nations Unies. Après, alors ça, c'est une information, on pourra peut-être creuser dans la seconde partie. Vienne, c'est aussi, c'est bien plus, à travers nos intervenants ce soir, on le couvrira pas dans toute la totalité, mais un marché de l'emploi qui, comme l'Autriche dans son ensemble, est fortement structuré autour de plus petites entreprises, petites et moyennes. C'est le tissu qui fait la force, je pense aussi, il faut le dire, de l'économie autrichienne, exportatrice de biens et de savoir. Et puis, il y a aussi d'autres domaines, donc en faisant la transition lentement mais sûrement vers là où travaille Birgit, je pense le domaine à but non lucratif, qui peut être appréhendé de manière très diverse. Je veux au moins mentionner plusieurs secteurs. Je pense que Vienne est aussi un endroit où on trouve beaucoup d'ONG, donc à dimension purement nationale, mais aussi à dimension internationale, parce que on est à proximité des Nations Unies, donc certaines organisations internationales vont en profiter pour avoir des activités de plaidoyer, advocacy, etc., et vont à travers Amnesty International, World Vision, SOS, Children's Villages, and so on, avoir finalement des petites antennes, des bureaux, et par le biais même des opportunités, je pense, d'emploi intéressantes pour des profils de personnes ayant fait leur scolarité en partie à Sciences Po. Et puis Vienne est aussi une grande ville, en tout cas une ville parmi certainement le top 10 en termes de communauté scientifique, tenue de congrès et oui, voilà, de congrès dans diverses spécialités. Et donc, il y a aussi un certain nombre d'organisations, de sociétés potentiellement à but non lucratif qui sont présentes ici. L'une d'entre elles est donc l'employeur actuel de Birgit Slijevcevic, notre prochaine intervenante. Ça me fait plaisir, Birgit, donc, que tu sois parmi nous ce soir, aussi en tant qu'ancienne présidente de notre association ici à Vienne. Avec toi, je pense que ce serait particulièrement intéressant, voilà, d'en savoir tout simplement plus sur ce qu'est donc la société européenne de radiologie pour laquelle tu travailles, et puis au travers de ça, peut-être les étapes, effectivement, ainsi que, je dirais, la progression professionnelle que tu as suivie, en te livrant aussi au challenge de compléter ta formation initiale ici à Vienne pour un peu, je pense, monter en compétences, diversifier l'ampleur des sujets, aussi la dimension managériale de ton poste aujourd'hui. Et puis, comme le disait Philippe, et puis pour compléter cette vue d'ensemble sur ce qu'est la réalité de la vie à Vienne, nous donner ton témoignage très personnel, je pense, sur ce que c'est la conciliation de la vie professionnelle, mais surtout privé, fonder une famille et trouver un équilibre, voilà, à Vienne aujourd'hui. Bon. Merci beaucoup pour l'introduction. Bonsoir tout le monde. Bon, je pense que c'était une très bonne introduction justement de ce qu'il y a à Vienne en termes de NGO et de secteurs à but non lucratif, en plus des grandes entreprises évidemment et des Nations Unies. Donc, je vais brièvement parler de mon parcours depuis Sciences Po. Donc, je suis passée par Sciences Po par le premier cycle d'Europe centrale et orientale, qui s'appelle l'Union européenne, Europe centrale et orientale, je pense aujourd'hui, et par le master Affaires internationales, mention management public international. Je suis diplômée de 2011. Et en fait, je suis autrichienne à la base, donc je viens du sud de l'Autriche. Et j'avais décidé en 2011 de rentrer à Vienne parce que j'avais justement avant fait un stage au ministère de la Défense à l'époque pour en 5e année de master. Et je suis donc rentrée parce que j'avais l'offre d'un CDD
Et je suis rentrée en 2011, donc là, ça fait déjà 10 ans que je suis à Vienne. Et j'avais commencé mon carrière donc, au ministère de la Défense, mais dans le domaine de la coopération européenne, ce qui était un peu plus lié quand même à mon master. Et, mais comme la bureaucratie, je pense, est assez lente partout, en attendant mon CDD, j'avais donc cherché d'autres possibilités. J'avais trouvé en 2013 le CIRC, la CIRC, donc c'est là, ça devient un peu compliqué. C'est la Société européenne de radiologie cardiovasculaire et interventionnelle. Donc, c'est une subspécialité de la radiologie qui s'occupe plus donc non seulement du diagnostic, mais aussi des interventions minimalement invasives à des fins de traitement. Donc, il y a même des traitements de cancer, etc., dans le domaine de la radiologie interventionnelle. Et c'est donc le CIRC, c'est une association éducative à but non lucratif qui vise donc à améliorer les soins de patients à travers l'enseignement, la science, la recherche, etc., dans le domaine de la radiologie interventionnelle. Et elle existe depuis 1985. Et il y a un bureau à Vienne, justement, où il y a beaucoup d'associations médicales aussi, depuis 2004. Et quand j'ai commencé au CIRC, à la CIRC en 2013, on était une vingtaine de personnes. Là, on est à peu près 60. Donc, juste le head office. Et on a à peu près 8000 membres, donc des professionnels de santé, des radiologues interventionnels en Europe, pour lesquels on organise justement des congrès, des formations et d'autres services dans le domaine de la radiologie interventionnelle. Et donc, les activités de notre société, premièrement, c'est des congrès. Comme Amérique a dit, Vienna, c'est vraiment un Congress Hub. Nous, on a tendance à organiser aussi des congrès ailleurs. Donc là, l'année dernière, c'était assez difficile, mais on a bien géré, je dirais, et on est confiant que bon, ça va, on va revenir un peu à la normalité bientôt. On organise des formations, des certifications de docteurs. On conduit la recherche clinique, mais on a aussi une revue scientifique, on développe des normes, etc. Donc, c'est vraiment dans la sphère de la radiologie internationale, tout ce qu'on peut imaginer afin d'améliorer la pratique et les soins du patient. Et quant à les positions que je suis au sein de notre société, j'ai donc commencé dans le département de recherche à l'époque qui venait de se fonder. Et là, j'étais responsable pour la coopération européenne parce que on voulait soutenir surtout nos membres à entrer un peu plus dans le domaine de la recherche, soutenu par exemple, les bourses de Horizon 2020, donc de l'Union européenne. Mais ça couvrait aussi gestion de projets sur nos congrès, etc. Et je commençais aussi une formation en recherche clinique parce que le but, c'était justement de développer aussi un peu plus ce côté-là. Et je fais aussi un master entre-temps en affaires réglementaires pour encore mieux comprendre le marché dans lequel on travaille. Et depuis 2016, je suis Head of Board and Committee Relations, qui est plus ou moins la gestion des relations extérieures de nos sociétés, donc avec d'autres sociétés, l'Union européenne, des gouvernements, etc., pour justement le mieux représenter la communauté médicale qu'on représente, et pour mieux développer notre société. Et en plus, mon équipe s'occupe de développement de la stratégie de notre société, soutien de leadership, etc. Donc, c'est assez divers, je dirais. Mais justement, pour moi, donc, ce travail dans le secteur non-profit, dans un thème très spécifique, je dirais. Donc, je pense qu'au début, je n'étais pas
vraiment, je ne pensais pas que j'allais terminer dans un domaine assez médical, mais personnellement, c'est satisfaisant. C'est un domaine médical qui ne cesse de se développer. C'est des tâches très diverses, des projets très divers et bon, sauf maintenant, mais normalement des déplacements professionnels réguliers, d'échanges avec des membres de partout, donc aussi de possibilités de développement personnel en termes de langue, etc. Et en gros, une entreprise qui est très dynamique, très jeune, très internationale aussi. Et finalement, et là, je pense que c'est le point où je souhaitais aboutir, la conciliation de travail et vie privée. Donc, je pense que ça a été déjà mentionné. Pour moi aussi, c'est vraiment idéal à Vienne. C'est une ville super bien. Avant, j'avais pas travaillé, mais vécu à Paris, à Ljubljana, à Prague avant. Et là, je veux dire, pour moi, Vienne aussi, c'est un compromis idéal entre une grande capitale et une pas tellement grande capitale, qui est très bien organisée, avec une vie culturelle très, très riche, des associations sportives, comme Marianne a dit, on peut vraiment tout faire. Et de mon point de vue personnel, parce que là, j'ai une fille d'1 an et demi, ce que je trouvais aussi très, très bien en Autriche, c'est justement le système ou comment c'est organisé, ou la culture générale de quand on a des enfants, enfin le congé de maternité normalement, c'est assez normal de prendre 1 an de congé de maternité. On a droit d'en prendre jusqu'à 2 ans. Il y a des protections de licenciement. Il y a du kindergarten, de systèmes assez bien organisés. Et aussi en rentrant au boulot après le congé de maternité, on a le droit à réduire le temps de travail à un temps partiel pendant 7 ans, ce qui est quand même beaucoup. Et justement pour encore mieux pouvoir gérer la vie professionnelle et privée ensemble. Donc je pense que c'est un peu ça le point auquel donc pour moi ça marche très très bien pour notre petite famille, et ouais, je pense que c'est très sympa à Vienne. Et d'ajouter une partie des droits donc, que tu mentionnes, donc sur l'aspect politique, social, pas seulement à Vienne, mais dans toute l'Autriche, c'est que ces droits s'appliquent aux parents au sens large, donc les papas, peut-être à un degré plus avancé que de nombreux pays qui nous entourent, ont aussi la possibilité, aussi bien suite à la naissance ou bien par la suite, de partager le temps donc de congé parental, avec un soutien financier qui est ce qu'il est, mais en tout cas qui laisse la possibilité, tout simplement, donc pour atteindre un meilleur équilibre. Je pense que c'est aussi quelque chose d'intéressant pour les papas ou futurs papas ici présents et je pense ce aussi soir. c'est de plus en plus accepté dans les entreprises. Donc nous, mon mari, il était en congé de parental, et quasi tous nos amis aussi. Donc je pense que c'est vraiment, c'est pas seulement une possibilité, un droit, mais c'est vraiment de plus en plus utilisé. Tout à fait. Merci Birgit. Alors, et puis ce merci s'adresse tout simplement à tous ceux qui ont déjà pris la parole jusqu'ici. Je pense qu'on va simplement faire la bascule pour une deuxième partie plus axée sur l'échange. Il y a forcément des thèmes, des questions qu'on n'a pas abordées en détail, sur lesquelles chacun des intervenants, je pense, pourront en plus, vous l'avez vu, fournir un regard différent, mais en tout cas, la finalité, à travers cette multiplicité peut-être des points de vue, ce sera à vous
de vous fournir les meilleurs éléments d'interprétation, de décision, et puis peut-être d'envisager une carrière qui passera par Vienne. La première question est là. Si tu veux, Aymeric, ce qu'on peut faire, c'est on peut se répartir les questions côté Q&A. On peut en prendre une chacune. Et je peux commencer avec la première de Sophie et ensuite en roulement. Très bien. Si tu le veux bien, super. Excellent. Alors, donc, nous avons en effet une première question de Sophie qui est très intéressante puisqu'elle porte sur l'aspect linguistique. Et de ce point de vue, c'est un élément essentiel à avoir à l'esprit, c'est comment communiquer au travail à Vienne. Là-dessus, je peux en quelques mots également raconter mon témoignage puisque donc je travaille à Paris et j'ai eu l'opportunité d'aller à Vienne pour des raisons familiales sans avoir de niveau confirmé en allemand. Et j'ai pu trouver un poste avec une dimension de coopération européenne où, malgré le côté très autrichien de l'institution, j'ai été progressivement justement mis dans une position où je pouvais cumuler mon expérience francophone, anglophone et le fait d'apprendre progressivement l'allemand. Donc ça pour dire que c'est pas une barrière. On peut également voir avec les panélistes de ce qu'ils en pensent, notamment ceux qui sont pas germanophones. Je pense à John en particulier. Comment toi, John, tu as vécu cet aspect-là et à quoi ça te fait penser cette dimension? C'est une très bonne question. Je vais commencer avec l'anecdote. Lors de l'entretien à Raiffeisen, on m'a tout de suite mis à l'aise en me promettant que la langue de travail était l'anglais, qu'il y avait une règle en interne que si une personne dans la réunion ne parlait pas allemand, alors tout le monde devait basculer en anglais. Évidemment, premier jour, première réunion, tout le monde me regarde. L'allemand, ça passe? Évidemment, on n'a pas le choix, on dit oui. Donc, pour résumer, un petit niveau d'allemand, ça aide. Ce qui aide aussi, c'est simplement la volonté d'apprendre. Et finalement, je pense que c'est quelque chose que vous retrouverez dans tous les pays. J'imagine qu'en France, évidemment, tout le monde parle anglais dans l'entreprise. En revanche, si un étranger fait l'effort de permettre à la réunion de continuer en français, tout le monde apprécie. Pour le rôle en soi, finalement, comme c'est un métier de communication chez le financier, ce qui était primordial, c'était un niveau bilingue natif d'anglais. Le français, évidemment, était bienvenu. Donc, pour tout ce qui est la communication externe, l'anglais était un avantage. En revanche, la volonté d'apprendre l'allemand vraiment a fait une différence, notamment dans la coopération, dans le développement des relations avec les collègues. Donc, sans être venu avec un très bon niveau d'allemand, j'avais fait LV1, donc de la 6e à la 3e en France. Ensuite, une très longue pause. Finalement, simplement de pouvoir comprendre de quoi traite la réunion, d'en arriver au point où chacun puisse s'exprimer dans la langue de son choix. Donc, finalement, à chaque réunion, je commence en disant « exprimez-vous en allemand, parlez allemand, si je dois intervenir, j'interviendrai ». Ensuite, pour tout ce qui est conversation informelle, de le faire en allemand plutôt que de le faire en anglais. Finalement, ces petites choses vont très loin dans l'entreprise. Et vous verrez aussi dans la vie de tous les jours. Donc, une fois que vous avez quitté le bureau, ne serait-ce qu'un minimum d'allemand pour échanger, que ce soit pour vos livraisons, que ce soit avec le docteur, que ce soit pour tout ce qui est administratif, un minimum d'effort est fortement apprécié et vous ouvrira beaucoup de portes et de relations. Oui, ça fait tout le charme justement de la vie ici, c'est progressivement de comprendre de plus en plus l'aspect culturel, l'aspect social. Et la chance, c'est que les gens parlent en général très bien anglais, donc on peut au début s'appuyer sur l'anglais, puis progressivement aller de plus en plus dans cette direction germanophone. Et c'est un peu une des clés pour réussir certainement l'intégration ici. Et je vois en tout cas sinon que John, tu as mis un manteau, n'est-ce pas? Le temps est plus si doux en fin de journée. Voilà, il commence, il y a un petit vent en fin d'après-midi, donc
Voilà, malgré le fond J'ai mis une parfait. petite laine. Très bien. Juste peut-être de mon côté pour ajouter, alors c'est peut-être la fibre RH en moi qui... juste pour ajouter, moi je pense que au travers des premiers témoignages qu'on a vus, Vienne ne donne ni de réponse noire ni blanche sur l'aspect essentiel de la langue allemande. Vous pouvez, si vous êtes simplement relativement conscient de l'ampleur du marché du travail, faire votre chemin et une carrière relativement diverse et épanouie en utilisant principalement l'anglais, plus une autre langue en tant que langue de travail. Après, je pense simplement que l'allemand, pour des raisons qui ont été évoquées, ça peut, dans certaines structures, être un passage obligé, je pense, en termes d'interaction avec certains stakeholders, parce que dans une structure qui est implantée en Autriche, des postes à haute responsabilité, par un certain conservatisme, seront des postes aux mains, j'aime pas dire ça, mais aux mains des personnes germanophones. On est dans un pays, donc dans la structure DACH, DACH pour Suisse, Autriche, Allemagne. On a certaines structures qui sont faites comme ça. Donc, en fait, la prochaine personne à laquelle vous reportez d'une manière ou d'une autre, la façon dont les choses sont consolidées peuvent être faites avec l'Allemagne. Il faut simplement être conscient, voilà, qu'il y a certaines branches dans lesquelles, voilà, ça va être peut-être en plus un aspect stratégique de quand même avoir un bon allemand pour être dans le game, pour pouvoir peut-être pleinement se déplacer d'une opportunité intra-entreprise à une autre. Voilà, tout simplement. Peut-être juste pour rajouter, puisque tu as mentionné le lien avec l'Allemagne, et surtout pour ne décourager personne qui penserait commencer à apprendre l'allemand. Si vous apprenez l'allemand à Vienne et si vous comprenez l'autrichien de tous les jours, alors l'allemand d'Allemagne vous semblera comme de l'italien. Voilà, ça sera chanté, ça sera ouvert, ça sera facile à comprendre. Donc, apprenez l'allemand ici et vous verrez que pour le reste de votre carrière, vous aurez finalement un très bon niveau. La deuxième question nous apporte un aspect plus... Alors, je ne sais pas d'ailleurs si j'aurai la réponse, certainement pas à moi tout seul. Le logement est-il accessible à Vienne en location, tout comme à l'achat? Alors, en commençant par des choses vraiment simples, je pense que Vienne, même si la tendance du marché est certainement à la hausse, c'est plutôt accessible. On a beaucoup de personnes qui sont intervenues ce soir, qui venaient de Londres, de Zurich. Moi-même, je suis passé par Munich. Quand on arrive à Vienne, on respire. Le pourcentage de notre salaire qui part sur le logement est tout d'un coup beaucoup plus réduit. Donc, je dirais que c'est abordable. Pour la location, je n'ai pas le souvenir que c'était si compliqué que ça. Alors, je suis désolé, j'ai à mon avis rapidement passé par la parole parce que j'ai pas les meilleurs éléments. Pour l'achat, je pense que c'est aussi quelque chose qui est en train d'évoluer, ça dépend, mais je pense que Vienne est aussi une ville qui est en train de se développer. Le parc en ce qui concerne le logement, c'est quelque chose que la ville de Vienne, je crois, développe en parfaite intelligence. On a des zones qui sont totalement en phase de comment on appelle ça, reconstruction, en tout cas on avait des friches industrielles qui sont maintenant revalorisées, des projets très intéressants avec des parcs qui sont tout à fait aussi dans des prix abordables à la location, à l'achat. Donc c'est intéressant et je pense aussi qu'en termes de soutien à l'achat, il y a le panel classique, je pense, de mécanismes quand on travaille avec un courtier, etc., qui permet de s'en sortir sur une démarche d'achat qui n'est pas, disons, traumatisante. J'ai fait l'exercice et ça va. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est des autres.
Est-ce que quelqu'un dans le panel a une anecdote ou une expérience à raconter sur le marché immobilier à Vienne? Juste pour les loyers, en fait, il y a une sorte de plafonnement parce qu'il y a des distinctions entre les appartements, les immeubles anciens, les Altbau, où là, il y a vraiment un plafonnement de combien le loyer peut être par mètre carré, ce qui n'est pas le cas pour les nouveaux bâtiments. Mais je pense que ça, en gros, ça fait que dans les dernières années, les loyers restent assez raisonnables et ça augmente pas tellement que dans d'autres villes. Je pense que c'est assez réglementé. Pour l'achat, nous, on est en train de faire l'exercice. Mais bon. Ça se passe bien? Ouais, je pense qu'il y a toujours des petits problèmes. Donc, ouais, on est dans les négociations. Mais ouais, en gros, ouais, je pense que les prix augmentent, mais ça reste encore plus abordable que dans d'autres villes européennes. Je crois que c'est peut-être Vienne, donc qui a souvent été appelée Vienne la rouge, puisque aux mains de gouvernements régionaux socialistes depuis maintenant, je ne saurais même pas dire, mais très longtemps. C'est un quart, je pense, du parc immobilier qui est donc, comme tu disais, Birgit, avec une certaine réglementation. Donc, ça laisse des logements normalement à des loyers qui sont accessibles. Et puis oui, je dirais avant tout que c'est pas quand on parle de la thématique du logement entre Viennois, c'est beaucoup moins une thématique qui peut être liée au stress, comme quand on en parle avec une personne de Londres ou de Vienne. Le développement de la ville se fait en bonne intelligence. Enfin, Vienne est sur le point, avec ses 1,9 million d'habitants. C'est intéressant ce que tu disais, Philippe. 110 ans après, je crois 1910, Vienne était déjà au-delà des 2 millions. Et les prévisions disent qu'on devrait réatteindre les 2 millions d'ici 2028. Et voilà, et Vienne sait que pour en arriver là, et pour accueillir aussi la force de travail qui va en croissant, et c'est aussi une chose qui distingue Vienne, c'est que je pense qu'on est sur des phases récentes en ce qui concerne la population active de Vienne, donc vraiment les gens qui viennent pour travailler à Vienne. On est à au-delà de 10%, ce qui distingue Vienne dans la majorité des grandes villes d'Europe. Paris, les gens quittent Paris, on est à moins 4%, je pense, sur la même période de temps. Vienne, je vous dis, je crois plutôt aux alentours de 12%. Donc, pour pouvoir accueillir cette labor force, il faut que les gens soient logés, et c'est je pense, bien pensé et accompagné par la politique de la ville de Vienne. And if I can jump in here just quickly with, and I'll probably offer an answer that marries both for questions 1 and 2. I would have to say that yes, the renting situation in Vienna is incredibly reasonable, affordable compared to most major cities that I've had the opportunity to live in. The one thing that I would add, though, is there's often a timing requirement. So short-term leases are a bit hard to find, and in my field, when contracts can be anywhere between 6, 8, 12 months, that's a bit harder to swing. But if you're looking for long-term, a stable contract, this is very much easily facilitated. And Enrique, I believe you were talking about the population being almost 2 million. And I believe that there was a statistic last year that was published by the government of Vienna that nearly, or a little bit more than 30% of the Viennese population is foreign born, potentially more. And so that really does contribute to, I would say, a lot of, or the presence of a lot of English, a lot of, actually there's a lot of French being spoken. And German is incredibly accessible. If one would like to learn, there's the Volkshochschule, there's lots of different opportunities for it. I would certainly say that it's not the biggest barrier, but it's absolutely a consideration.
Yes, thank you, Marianne, for your additional comments. Let's take the next question, which is like, I think, many-folded. Oui, je peux la présenter en effet. Alors, c'est une question d'Arthur qui prend plusieurs dimensions. D'abord, il évoque quel parcours en termes de master à Sciences Po permet de travailler à Vienne. Je pense que ici dans le panel, on a une diversité de profils, de spécialisations qui montrent qu'il y a différents chemins possibles. Pas seulement PSIA, donc pas seulement les relations internationales, même si évidemment les Nations Unies et un centre d'institutions avec une dimension de coopération internationale, coopération européenne peut aider. Eh bien, on a cette composante qui reste importante. Mais pour ce qui est de mon exemple, c'était le master finance et stratégie qui m'a permis de venir à Vienne. Donc ici, on a une ouverture à toutes les fonctions financières, toutes les fonctions finance dans les entreprises. Donc c'est un large panel de possibilités. Également, si on prend donc la deuxième partie de la question qui est sur le master affaires publiques, là aussi, on a à Vienne un certain nombre d'institutions qui travaillent dans le domaine administratif, dans le domaine européen. On a des institutions européennes ou qui travaillent avec. Et ici, un master comme affaires publiques, dès lors notamment qu'on a un bon niveau d'anglais, peut permettre absolument de trouver un bon chemin de carrière pour travailler en Autriche, à Vienne en particulier. Un dernier point, et après on va évoquer avec les différents panélistes comment eux justement ils voient cette question des profils et des spécialisations. Le troisième point, c'est est-ce qu'il y a des grandes entreprises autrichiennes qui travaillent avec la France et qui permettent de faire le lien entre les deux pays. Alors ici, par exemple, je suis membre de la Chambre de commerce franco-autrichienne qui recense justement un certain nombre de partenaires des deux côtés, à la fois autrichiens et français, avec des liens bilatéraux. Il y a un nombre incroyable justement d'entreprises qui sont représentées ici donc en Autriche, mais aussi en France avec Advantage Austria qui fait la boucle et qui complète avec les entreprises autrichiennes donc présentes en France et qui sont sur un nombre de secteurs très large, très variés, avec un vrai dynamisme en termes de mouvement, d'expertise et des profils justement qui s'enrichissent dans les deux sens, à la fois des Autrichiens qui travaillent en France, qui apprennent le français, l'inverse. C'est ici un vivier assez large et de très belles carrières en perspective. Mais ici, là aussi, ce serait intéressant d'avoir la vue du panel si quelqu'un souhaite en particulier sous cet angle spécialisation, comment eux voient les choses et comment aussi l'expérience à Sciences Po a pu les aider ou les guider dans leur carrière en Autriche et à Vienne. Maybe, Philippe, actually we could do it in English or in French as you prefer, but how do you see this specialization component? Like you've been at Sciences Po, you worked in finance and in energy spheres. What kind of profile do you see around you? And is there like a real path to work in Vienna, or do you see a diversity here in terms of profiles? I think you can have any profile and work successfully in Vienna and also in my company. Also just for the languages, for example, in my company in OMV, there's people that don't speak German and have a good career. It may be true that if you go into the upper spheres of management, then maybe German will be a prerequisite, but as a normal professional, it's not a problem at all to work in Austria. And also in terms of specializations, yeah, there's really I think there's really any position. So if you're in the public governance jobs, I think for international organizations it works very well. My company just bought a plastics company that has a couple of plants also in France, in Grand Prix and other places. So there's a lot of companies that have a relationship to France and to the French-speaking countries.
So it's really, don't forget, Vienna is the second largest German-speaking city after Berlin. So it's really a huge city, a very diverse city, and there's all kinds of jobs and all kinds of sectors where you can be active. So it's really a very open society. Yes, peut-être même pour ajouter certains aspects relativement pratico-pratiques, vous pouvez jeter un œil sur le portail, par exemple, qui recense les VIE à Vienne. Donc oui, il y a forcément des entreprises françaises qui, de par leur activité en Autriche ou en lien avec l'Autriche, cherchent ce genre de profil. J'y suis allé par curiosité récemment, donc PSA est là, Amaris, Plastic Omnium, et donc, oui, on trouve des entreprises, ou Engie aussi, on trouve des entreprises françaises, ça peut être un point d'entrée. Après, si vous êtes un young graduate, je crois qu'il ne faut pas se fixer soi-même de limites. Comme John disait, passer par une anecdote, je pense que ça m'a fait le plus grand bien de manière inattendue pour les gens qui s'y trouvaient, pour moi, d'aller sur un forum à l'emploi à Vienne. Et donc, quand on arrive, voilà, ils s'attendent que tu sois de l'université viennoise du coin ou bon. Et là, bon, voilà, Sciences Po, ok, mais bon, tu es là devant eux, et c'est là un peu que se joue la chose. Vendre sa curiosité, son opportunisme, son ouverture d'esprit, et je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises dans des secteurs qui sont peut-être évidents quand on pense à Vienne, beaucoup de ceux dont on a parlé ce soir. Mais il y a aussi des secteurs un peu plus de niche. Et je pense, ou peut-être c'est aussi l'offre que je voulais formuler ce soir, c'est qu'on a la possibilité, au travers des personnes présentes ce soir, mais aussi des autres personnes de notre communauté, de répondre à quelques questions que vous auriez dans des peut-être domaines plus spécifiques qu'on n'a pas pu aborder ce soir. Maybe one thing I'd like to add, because it hasn't really been mentioned yet, is also don't forget that the cultural sector in music and also in other arts is very strong in Vienna. So if you are interested in arts management, Vienna is really a great place to go, be it in painting or in music or so on. So don't forget that the director of the Vienna State Opera, Dominique Mayer, was a French. I think he left a year or two ago. So it's also in the cultural sector. There's a lot of opportunities to start or continue your career in Vienna. En effet, si je peux rajouter une chose, je confirme cela parce que pendant ma thèse, j'avais été à Vienne justement au musée Völkerkunde qui faisait partie d'un projet européen et j'étais impressionnée par les nombres d'institutions culturelles basées à Vienne. Et donc, je confirme, c'est vraiment d'une vivacité remarquable. Voilà. Oui, ça fait partie de ces aussi secteurs qui ont été un peu, avec le Covid, ralentis, et on espère justement, avec ces signes actuels, l'opéra qui réouvre, des théâtres, des endroits culturels, donc on espère qu'il va monter en puissance de plus en plus et retrouver sa dimension centrale et tout à fait structurelle à Vienne, qui est une grande capitale culturelle avec une offre tout à fait unique, et où ça fait vivre aussi une partie de l'économie viennoise avec tout un écosystème autour. Et donc, ça fait également partie des gens qu'on croise ici qui ont ce profil plus artistique ou lié au management de cette sphère culturelle, et qui est un des grands attraits, un des grands plaisirs de la vie en Autriche. Donc, en effet, une sphère à pas négliger qui a plein de composantes et de supports pour justement se développer et exprimer les différentes composantes de cette sphère. Une dernière question ou le mot de la fin?
S'il n'y a pas de points supplémentaires ou de questions additionnelles qu'on puisse traiter, on arrive en effet à la fin de notre conférence. Ce fut un grand plaisir de pouvoir échanger, profiter de ce format Zoom pour le faire à travers différentes géographies. Avant la crise Covid, avec l'association Sciences Po Alumni, on a fait beaucoup d'événements en présentiel autour d'un repas, autour d'un événement convivial. Et là, on est très heureux de pouvoir donner cette dimension plus large d'échange à travers des étudiants de Sciences Po en France, à travers différents emplacements géographiques qu'on retrouve également dans notre bureau. En tout cas, un grand merci à tous les panélistes pour cette conférence passionnante et pour avoir partagé votre vision, votre expérience et qu'est-ce qui rend la vie et le travail en Autriche si intéressant pour une étape de carrière ou plus, puisqu'il y a le fameux piège de plusieurs expatriés qui sont venus ici ils pensaient venir pour 2 ans, 3 ans, et puis 10 ans, 15 ans plus tard, on les croise encore aux événements. Ils sont nombreux et c'est, je pense, un témoignage réel du fait qu'une fois qu'on vit ici, une fois qu'on travaille ici, il y a un vrai attrait, un vrai intérêt à la fois côté carrière et côté vie personnelle pour profiter de tous les avantages qu'offre Vienne dans le contexte européen. Encore une fois, merci à vous d'être venu à nos côtés pour écouter ces différents témoignages, partager et échanger. Comme expliqué ici par Émeric, on reste disponible pour tout follow-up, pour échanger sur des angles spécifiques. Vous pouvez contacter également les panélistes sur des points spécifiques de leur expérience et on espère vous retrouver pour un prochain événement qui puisse également fédérer nos centres d'intérêt et apporter quelque chose dans ce dialogue autour de l'Autriche et du réseau des Sciences Po en particulier ici à Vienne. Très bonne soirée à tous. Je vais faire une proposition au président du club opéra de Sciences Po. Je suis membre de ce club, mon mari était le président, et pour faire un déplacement à Vienne, on fait un déplacement par an en région ou à l'international. À Vienne, on ne l'a jamais fait, ce qui est vraiment un manque énorme. Et donc, absolument, à ce moment-là, on se rapprochera de vous pour faire une soirée opéra et avec les Sciences Po qui seront à Vienne. Très volontiers, c'est une excellente idée en effet. Alors malheureusement, le directeur en effet de l'Opéra de Vienne était avant un Français, Dominique Meyer, et il nous a fait un petit peu avant la crise une très belle justement visite guidée avec la chambre de commerce des dessous de l'Opéra. Là, il faut le trouver à la Scala à Milan pour écouter son expertise. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a dans notre club, au niveau de Sciences Po Alumni Autriche et dans nos contacts également sur des personnes passionnées d'opéra et de musique. Donc, ça pourrait être un très bon point de convergence entre sections et très volontiers pour échanger sur cette idée à l'avenir. En effet, l'Opéra de Vienne mérite absolument le détour. Il est superbe et il mérite absolument le voyage et la découverte. Alors, je rajoute aussi la Scala à Milan. Vous êtes la concurrence. On peut le faire en 2 parties. On peut faire un voyage en 2 parties, absolument. Voilà. Très bien. En effet, merci Camilla. Merci beaucoup en tout cas à tous. Oui, c'était passionnant. Merci beaucoup. Je pense que nous avons beaucoup appris. Ça nous a donné envie de revenir à Vienne. Moi, j'ai vraiment un très beau souvenir de la ville. Profiter en effet des réouvertures de vol et du fait que progressivement la ville redevient accessible. On l'a gardée pour nous quelques mois. Maintenant, elle se réouvre. Profitez-en. Elle vaut toujours le week-end, la promenade et la découverte. Une ville dont on ne se lasse pas. Et demandez-nous nos conseils pratiques si vous avez des plans précis pour venir à Vienne. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir à tous et merci encore. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis bald. Bis bald.